Hello, alors dans cette vidéo on va faire le bilan lecture de tout ce que j'ai pu lire au mois de mai. Je le tourne très tôt cette fois-ci, honnêtement je suis hyper fière de moi. Bref, en mai, ce qui s'est passé c'est que j'ai lu des livres que j'ai trouvé plutôt intéressants pour la plupart. J'ai commencé le mois de manière un peu compliquée, mais je me suis rattrapée après sur les autres bouquins au cours du mois. Donc voilà un peu ce qui s'est passé grosso modo sur les ambiances des lectures du mois de mai. J'ai commencé, du coup, j'ai lu 5 bouquins au mois de mai. Et je vais commencer par vous les présenter de manière chronologique, comme on a l'habitude de faire en fait. Donc on va rester sur une vidéo plutôt simple. Et je suis debout donc je vais essayer de ne pas trop parler. Parce que j'arrive pas à rester debout très longtemps. Anyway, commençons alors. Le premier bouquin dont j'ai envie de vous parler, c'est Ce que tu as fait de moi de Karine Guibel. Alors c'est le bouquin avec lequel j'ai eu le plus de mal ce mois-ci. En fait c'est un pavé qui fait 640 et quelques pages. On est au format poche et la mention est thriller. Et moi en fait ce qui m'a beaucoup dérangé avec ce bouquin, avant de vous parler de l'histoire en elle-même, en fait c'est moi la mention thriller que je ne trouve pas très justifiée. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi. L'histoire en fait on suit, enfin quand on commence le bouquin, la scène d'ouverture directe, on tombe sur deux agents de la police des polices qui viennent dans un commissariat, dans un centre de police pour interroger deux policiers qui seraient impliqués dans un crime violent. Donc voilà, on ouvre le livre avec cette scène-là et tout au long des pages, en fait, on va nous retracer l'interrogatoire que vont faire les deux agents de la police des polices et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour que deux policiers, en fait, soient menottés ou soient en salle d'interrogatoire. Le truc avec ce bouquin, et moi ce qui m'énerve en fait, je trouve qu'il faudrait que les gens arrêtent de faire des teasings pour rien. C'est-à-dire que plus vous essayez de teaser un bouquin, plus en fait on a des attentes et plus on risque de se cogner, enfin voilà, de ne pas avoir un bouquin à la hauteur des attentes qu'on a en fait, qu'on a accumulées par rapport au bouquin. Et c'est typiquement ce qui s'est passé avec ce bouquin pour moi. En fait, à chaque fin de chapitre, avant qu'on ne commence un autre chapitre ou que, enfin à chaque scène de fermeture d'un chapitre, en fait on te glissait une petite phrase en mode oh en fait si je savais que l'histoire serait aussi sanglante, si je savais que l'histoire serait aussi horrible, oh mon dieu je les interroge mais est-ce que ce n'est pas un amour impossible, est-ce que ce n'est pas un amour obsessionnel, oh mon dieu leur histoire est trop tragique, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon... Moi j'étais là en train de lire oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, donc je m'attendais à un truc de malade derrière, je m'attendais à une résolution ou en fait à une révélation qui va me secouer en fait, parce qu'on est sur un thriller. Je me disais les gars ils nous préparent parce que ce sera du lourd en fait sur le rendu, sur la conclusion de l'histoire, et honnêtement à la fin j'étais en mode what, c'est une romance en fait. En vrai, je trouve que c'est une romance. Ça ressemble à un film d'une mauvaise série télé en fait, ou un film ou une mauvaise série télé en fait, de romance obsessionnelle, un peu mal, très malsaine même je vais dire. Voilà, on dirait un vieux film en fait de romance entre deux personnes qui ont une relation hyper malsaine entre eux. Entre deux ou même plus, voilà. J'ai pas envie de spoiler plus que ça. Si vous voulez le découvrir, je vous invite à le lire, même pour vous faire votre opinion. Moi personnellement ça a été une grosse déception, un gros flop, parce que en fait je m'attendais à quelque chose qui était à minima dans la lignée des Mary Higgins Clark, c'est-à-dire qu'on avait quand même, je m'attendais à une enquête ou à une enquête qui te prend, qui te donne envie de tourner les pages avec un petit fond de romance, pourquoi pas, mais je m'attendais pas à ce que la romance en fait elle piétine ou elle soit dominante à plus de 80% dans l'histoire en fait, parce que finalement c'est une romance entre des flics en fait qui sont de la brigade des stupes. Parfois, ils nous glissaient des petits détails en mode de leurs enquêtes de filature là. Mais en fait, en vrai, le gros de l'histoire, c'est la romance en fait. Parce que je m'attends... Le fait que les personnages qui soient interrogés ou l'enquête qu'on est en train de mener sur les personnages en question sur des flics ne veut pas dire que c'est un thriller pour moi. Un thriller, on a une enquête policière qui est vraiment menée de bout à bout. On a, comment dire... On a des suspects qui sont appréhendés, on a de la réflexion, on a en fait un suspense qui accompagne l'enquête parce que finalement on ne sait pas ce qui se passe. Et là, j'avais l'impression que c'était... Il justifiait en fait la romance des personnes Il justifiait
Et comment j'avais dit ce truc là? Et en plus, il y a un truc qui m'a grave énervé avec ce bouquin, c'est que ils ont essayé de nous faire un bail de gris en fait. C'est-à-dire qu'ils essaient de nous flouter la limite entre le blanc et le noir concernant une fille qui a en fait qui a subi une agression, mais qu'on essaie de qualifier de je sais pas quoi. Elle était amoureuse du mec ou je sais pas quoi. Bref les gars, appeler les choses par leur nom. Faut pas essayer de confondre les choses parce qu'il y a des gamines qui lisent ce genre de bouquin et qui pourraient penser effectivement que ce genre de pratique c'est ok en fait. Non, on ne force pas une fille même si elle semble être attirée par vous. Non, non, non. Il faut être clair en fait dans ce genre de truc. Et là, jusqu'au bout en fait, on n'était pas clair. On disait oui, mais c'est un acte répréhensible. Mais la fille disait derrière, oui, mais j'avais une attirance pour lui. Et puis, je regrettais parce que j'avais pris mon pied. J'étais là en mode, mais ah! Oh, oh, oh! Appelons les choses par leur nom. Un viol, c'est un viol, point barre. Hein? Et il faut le spécifier. Il faut pas essayer de nous embrouiller la tête là. Bref, ce livre m'a énervé. Et du coup, en fait, vu que j'ai passé beaucoup de temps à lire, puisqu'il faisait plus de 600 pages, enfin, bref, je vais même vous avouer que à partir de la page 400, j'ai commencé à feuilleter le livre parce que j'en avais marre de leurs conneries. Du coup, j'ai lu sérieusement les 300 premières pages et après, j'ai commencé à feuilleter. Du coup, voilà, mon avis, c'est l'avis d'une personne qui a lu le livre, les 300 premières pages de manière sérieuse et qui a feuilleté le reste des pages. Donc, à vous de voir si vous voulez en tenir compte. Voilà. Ensuite, j'ai lu La Vague de Todd Strasser. En fait, La Vague de Todd Strasser, c'est un petit roman de, je sais pas, 150 pages maxi. Voilà, il fait à peu près 150 pages. Et honnêtement, ce que j'ai kiffé dans ce bouquin, c'est le pitch de base en fait. Le pitch, c'est quoi? C'est l'histoire d'un professeur d'histoire qui essaie d'expliquer à ses étudiants, ses lycéens, c'est des lycéens, pardon, qui essaie d'expliquer à ses lycéens ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale avec le nazisme, comment est-ce que ça a pris de l'ampleur, comment est-ce que, enfin, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas réagi, parce qu'il n'y avait pas vraiment de réponse à ça, puisque même la population allemande disait qu'elle n'était pas au courant qu'il y avait ces atrocités-là qui se passaient dans les camps. Donc, le prof d'histoire, en fait, c'est quelqu'un qui aime bien faire des expérimentations, qui aime bien te faire comprendre les leçons, et il se décide à faire, en fait, pardon, il décide de faire une expérimentation, en fait, dans sa classe. Il va essayer de lancer un slogan fort en fait et créer un mouvement expérimental au slogan fort, la force par la discipline, la force par la communauté, la force par l'action. Et en fait, en l'espace de quelques jours, l'ambiance dans le lycée va totalement changer parce qu'il y aura des clans qui vont se former en fait, qui vont porter haut le slogan et voudront en fait n'interagir qu'avec des membres de ce clan-là. Et honnêtement, c'est fascinant ce bouquin en fait. C'est hyper fascinant le sens où on arrive à comprendre. Est-ce qu'on comprend? Je me suis toujours intéressée par, vous savez, les mécanismes d'endoctrinement, la manière dont on lave le cerveau des gens, parce qu'à une époque, je suivais beaucoup de documentaires sur les sectes et les personnes qui les intégraient, en fait, les victimes des personnes qui les intégraient, les sectes qui avaient des fins fatales, bien entendu. Et du coup, j'essayais de comprendre, en fait, c'était quoi le psyché des personnes qui rentraient dans ces mouvements-là. Et honnêtement, on n'est pas à l'abri d'un lavage de cerveau, en fait. Il faut juste que, en fait, ce soit une personne en qui tu as confiance, qui t'entraîne dans le mouvement, que ce soit en fait qu'on te chope lors d'un mouvement, qu'on te chope lors d'un moment de faiblesse, voilà, j'y arrive. Qu'on te chope lors d'un mouvement de... qu'on te chope lors d'un moment de faiblesse et puis voilà, tu te retrouves embarqué dans un truc qui te dépasse, dans lequel tu, enfin un truc duquel tu auras du mal à t'extirper parce que enfin le nœud se serait en fait resserré en fait sur toi. Donc clairement c'est un petit bouquin qui est super intéressant. J'ai aimé comment les actions montaient crescendo, comment est-ce que vous savez l'endoctrinement commençait crescendo et comment est-ce que l'ambiance dans le lycée changeait du tout au tout. Honnêtement c'était fascinant à voir. Je me suis dit expérimentalement waouh. Bref, c'est un bouquin qui est pas mal quand même. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, j'ai lu l'immensité. Ah, qu'est-ce que je raconte? J'ai lu Petit traité sur l'immensité du monde de Sylvain Tesson. Alors, Sylvain Tesson, je le connaissais déjà. J'ai déjà vu plusieurs fois des interviews de ce monsieur. Et je le trouvais fascinant en fait. Et là, je me suis décidée à lire un de ses bouquins. Et je me suis lancée avec ce petit bouquin au format poche qui fait à peu près 170 pages maxi. Et honnêtement, j'ai été bluffée. Je l'envie ce monsieur, je l'envie. Il a vécu tellement d'aventures en fait, il a fait tellement de voyages, il s'est tellement en fait laissé
happée dans le monde sauvage que je me dis, oh mon Dieu, il est trop sympa, je l'envie trop. En fait, j'envie beaucoup les voyageurs, les nomades, les vagabonds, ceux qui n'ont pas forcément, en fait, d'assises en fait, qui peuvent se lever du jour au lendemain pour aller faire un voyage à droite ou à gauche, qui peuvent en fait se lever et aller explorer des coins qui sont vraiment encore un peu à l'abandon. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Et dans ce petit traité sur l'immensité du monde, Sylvain Tesson, il est waouh, il écrit tellement bien. On sent qu'il est très cultivé parce qu'il a beaucoup de références qu'il cite. Il a des auteurs qu'il admire, il en parle beaucoup, il a des citations qui l'accompagnent lors de ses voyages parce que c'est quelqu'un qui peut faire des voyages où il va marcher énormément. Et du coup, pendant son ascension, pendant ses marches qui sont hyper longues, il va se réciter comme un mantra des poèmes, des mots inspirants, des auteurs qu'il aime bien. Et honnêtement, c'était une bouffée d'air. C'était une bouffée d'air. J'avais besoin de vacances en plus et j'ai lu ça. J'étais là en mode, est-ce qu'on va pas se lever un jour pour aller quelque part, pas vraiment très touristique, genre pour prendre contact avec la nature à nouveau parce que ça fait tellement longtemps que voilà. Ça me rappelle que j'avais trop envie d'aller en Australie, hein, mais ça ne s'est pas encore fait depuis. Budget moyen. Budget moyen, c'est la même chose. Mais c'était surtout le budget quand même qui était compliqué. Anyway, en fait, voilà, c'est un bouquin que moi je recommande si vous aimez en fait les essais sur l'art en fait de gambader, de vagabonder. C'est vraiment comme le dit en fait Jérôme Garcin de l'Obs. C'est vraiment une philosophie de l'errance parce que c'est une personne qui va errer, qui va beaucoup marcher. Et pendant tous ces moments où il fait ses marches, en fait, c'est de l'introspection qu'il fait sans le savoir. Il se vide. Il fait le vide autour de lui et le seul objectif qu'il a, c'est de marcher, de mettre un pas, de mettre ses pas l'un après l'autre. Et honnêtement, je trouve que c'est, comment dire, moi je trouve que c'est une thérapie en soi de s'isoler en fait des ondes négatives, surtout quand on est en ville et tout ça, et de aller marcher tout seul ou aller marcher en fait pour se faire le vide et supposer que chacun des pas qu'on fait nous rapproche en fait de la salvation entre griffes, du moment où on se sentira mieux. Et honnêtement, j'ai vraiment kiffé ce bouquin, vraiment, j'ai vraiment kiffé énormément. Alors ensuite j'ai lu Déjeuner en paix de Charlotte Gabris. Alors Déjeuner en paix, c'est un bouquin que je étais depuis 2020 de mémoire, oui, 2020 ou début 2021. En fait c'est un bouquin que j'avais vu chez une bookstagrammeuse Lecture avec S. Et quand elle avait fait la revue dessus, j'avais trouvé ça très intéressant. Je me disais bon, je vais essayer de l'acheter, mais il était disponible que, tu sais, en gros format là. Et je me disais bon, je vais peut-être attendre la version poche parce que j'ai d'autres bouquins à lire entre temps aussi et ça va faire le jeu. Du coup, la version poche est sortie. Il y a pas, je pense qu'elle est sortie fin d'année 2021, je crois. Du coup, j'ai pris ce bouquin en version poche finalement et j'ai vraiment beaucoup rigolé. En fait, si je dois résumer ce bouquin en une phrase, c'est un bouquin qui est drôle, très drôle, très drôle. En fait, on va suivre l'histoire de deux femmes qui sont à une terrasse d'un café. L'une semble être une Parisienne confirmée qui a de l'assurance, qui a les codes parisiens et tout ça, et l'autre semble ressembler à une provinciale qui n'a peut-être pas encore les codes et qui en fait déjeune seule, tandis que la Parisienne attend son copain. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que tandis que l'une déjeune seule et que voilà, elle assume bien le fait de déjeuner seule parce que bon, voilà, elle ne connaît encore personne puisqu'elle vient de débarquer dans la capitale. Il y a l'autre en fait en face qui, elle connaît les codes, du coup, elle trouvait ça un peu, vous savez, ça faisait un peu pitié pour elle, une fille qui déjeunait toute seule en terrasse. Et elle se disait que cette fille-là devrait éventuellement prendre son téléphone et faire semblant d'attendre quelqu'un, histoire de donner l'impression qu'elle ne déjeune pas toute seule parce que ce serait hyper triste comme image à renvoyer. Et ce qui est dit dans ce bouquin, c'est que on a en fait les points de vue de chacune des filles qui sont sur la terrasse. Et en fait, elles se critiquent. En fait, c'est un monologue intérieur, elles ne se parlent pas puisqu'elles sont vraiment loin l'une de l'autre. Elles se critiquent, elles se lancent des pics. En fait, les phrases de l'une peuvent répondre aux pensées de l'autre, aller dans le bon sens comme dans le mauvais. Honnêtement, c'est hyper drôle. Et je crois que
Les résumés en fait des personnes qui ont donné leurs avis sur la couverture ici sont vraiment très intéressants. Je vais vous les lire pour vous résumer un peu. Dans un monologue intérieur entrecroisé fascinant, Charlotte Gabris décortique avec précision les pensées féminines et évoque minutieusement tous les stéréotypes qu'une femme ose penser d'une autre, sans jamais oser les dire. Honnêtement, c'est juste ça en fait. Et elles sont drôles en fait, les filles qui se font ces remarques-là. C'est des pensées féminines. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. On parle de féminisme, on parle aussi du jugement qu'on a sur l'autre selon son apparence, de la confiance en soi qu'on peut avoir, comme on peut ne pas avoir en fait, dépendant en fait, de comment tu as construit ton psyché. Et le ton avec lequel c'est raconté est très drôle en fait. On se prend au jeu très facilement, on kiffe les voir s'envoyer des pics, tandis que quand même elles se penchent sur des problématiques féminines, des faits de société qui font quand même qu'on s'oblige à s'imposer des situations en tant que femme dans la société, alors que on pourrait faire fi de ça et essayer d'avancer vers une direction qui nous est personnelle et qui nous est personnelle dans notre attente, notre atteinte du bonheur tout simplement. Donc voilà, c'est un très beau bouquin. J'ai vraiment rigolé quand je l'ai lu. Et pour finir, j'ai lu Reste avec moi de Ayobami Adebayo. Ouh, c'est un petit pavé de 350 pages. Enfin, un petit pavé, ça va. Sincèrement, c'est mieux que l'autre de 600 et quelques là qui m'a déçu de ouf. Du coup, c'est un petit roman de 350 pages. Enfin, c'est un moyen roman de 350 pages. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on va suivre l'histoire d'une femme qui est mariée depuis 4 ans avec son mari. Et depuis 4 ans, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont essayé, mais ils n'en ont toujours pas. Du coup, la pression familiale à droite et à gauche, que ce soit de sa famille à elle ou de la famille de son mari, du coup sa belle famille, fait que le mari a décidé de prendre une seconde femme. On est en Afrique, on est au Nigeria, du coup ce sont des choses qui se font. Et ce qui va se passer, c'est que cette jeune fille-là, cette jeune femme mariée depuis 4 ans quand même, va essayer de tout faire pour avoir un enfant parce qu'elle se dira que ce sera l'enfant là qui sera la salvation, qui va pouvoir faire que son mari reniera peut-être la seconde femme qu'il va prendre ou pas. Bref, c'est un livre qui est super intéressant dans toutes les thématiques qu'il aborde parce que de base déjà, j'ai aimé le psyché de la narratrice principale. Celle-là qui arrive toutes les crasses du monde. Je vous jure qu'il lui arrive tellement de crasses qu'on a pitié d'elle. On a envie de la prendre. On a envie de la prendre dans ses bras et de lui dire t'inquiète pas, ça va aller. Mais on sait même pas c'est quoi la fin que tu auras. Honnêtement, elle vit des galères cette meuf. Elle vit des galères de ouf. Ah, ça fait mal au cœur. Rien que d'y penser encore. Ouf. J'avais mal pour elle, hein. Déjà, elle avait du mal à avoir des enfants, à avoir un enfant. Du coup, il y a la problématique sur l'infertilité dans le couple qui va être abordée. On va aussi parler des pressions familiales pour la maternité. On va aussi parler du désir de maternité qui est personnel ou pas. On va aussi parler des croyances africaines en général, que ce soit mythe, que ce soit... vous voyez les croyances africaines, je vais mettre tout en fait, les croyances africaines. Les croyances africaines, pardon. Bref, ça va parler de croyances africaines et en fait, il y a plein d'autres thématiques comme la drépanocytose. C'est une maladie qui est très courante en Afrique dont on ne parle pas assez, je trouve, qui va être abordée dans ce bouquin, vraiment beaucoup abordé et j'ai trouvé que c'était intéressant. Je ne m'attendais même pas à ce qu'ils abordent tous ces éléments-là et honnêtement, j'étais bluffée. Tout au long en fait, j'avais de la peine pour la fille, l'actrice principale, j'avais de la peine pour toutes les personnes dans cette histoire parce qu'on avait quand même une histoire qui était racontée avec plusieurs points de vue. Du coup on arrivait à comprendre un peu ce qui se passait en fait, pour comment ils en étaient arrivés là, comment est-ce qu'ils étaient arrivés à ce point limite de non-retour. Et puis en fait la petite fin hyper émouvante qui a fini de m'achever m'a convaincue que c'était un très bon bouquin. Donc voilà. Ah oui, c'est bien écrit aussi. En général, quand je vous dis pas que c'est mal écrit, c'est qu'en général, c'est bien écrit. Vous voyez, c'est écrit de manière raisonnablement bien. Si c'est très bien écrit, je vais le mentionner. Si c'est mal écrit, je vais vous le dire. Mais si je ne dis rien, en général, c'est que c'est quand même très bien écrit. Enfin, c'est écrit bien quand même. Voilà, moyennement bien. Alors, okay. Du coup, voilà ce qui résume à peu près toutes mes lectures de mois de mai. Si je devais les classer par ordre de préférence... En sélectionnant celui que j'ai préféré le plus, attendez, je vais y aller. Donc on va commencer par Reste avec moi, que j'ai préféré, qui est mon top 1 de ce mois. Ensuite il y a le petit traité de l'immensité du monde que j'ai vraiment kiffé. La vague, waouh. Et puis Déjeuner en paix. Et puis finalement celui-là que voilà dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, je pense que ça va finir cette vidéo et avoir dit tout ce que j'avais à dire, hein, grosso modo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.